La robe gisait sur le canapé comme une accusation silencieuse. Dentelle trop serrée, bretelles repliées, un petit ruban blanc qui semblait rire de la promesse qu'on lui faisait. Dehors, la pluie frappait la baie vitrée en traits réguliers, comme des doigts impatients. Amina tenait la robe entre ses mains sans la regarder vraiment. Son ventre se contractait à chaque son de talons sur le parquet. Chaque pas de Stéphane avait le poids d'un jugement. « Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix plate, précise, comme on mesure une condamnation. Il posa sa main sur la table, embrassa l'air comme s'il épousait l'idée d'elle. Pas elle. Amina chercha le monde dans ses yeux avant de répondre, et il y eut dans son regard une longue histoire faite de concessions et d'espoir patienté. Je veux juste que notre soir soit parfait. Sa voix resta petite, calibrée pour ne pas provoquer la colère qui dormait sous la surface. Leur enfant jouait dans la pièce voisine, regardant un dessin animé, ignorant les changements d'ombre autour de lui. Stéphane rit, un son bref, tranchant. Parfait, oui, mais pas d'effet, pas exhibé. Tu sais ce que disent les gens. Il traîna le mot exhibé comme une saleté qu'on essuie d'un revers. Il y eut un silence qui n'était pas silence. La maison semblait retenir son souffle. Madame Céleste penchait la tête, le menton levé, sa présence autoritaire toilettée comme un accessoire de luxe. Léa, souriante comme une photographie bien retouchée, tenait son verre d'un geste délié. On aurait dit que tout était disposé pour une scène montée, une répétition pour une vie qui leur ressemblait. Peut-être que la robe n'est pas la bonne, osa Amina, et ce fut comme si elle avait prononcé une faute contre la loi d'un monde dont Stéphane était le juge. La robe n'est pas le problème, répondit-il. C'est le message. Tu dois peser moins. Tu dois être plus légère. Il avait l'art de dire les choses avec la précision d'un couperet qui vise le cœur. Amina sentit ses mains se crisper sur le tissu. Chaque mot entaillait une parcelle d'elle-même. Elle n'entendit pas la phrase suivante comme un conseil ou une petite demande domestique. Elle l'entendit comme un verdict que l'on gravait sur la peau. La veille, dans une autre rue, la même animosité avait trouvé une proie différente. Stéphane marchait le long d'un trottoir animé, téléphone à l'oreille, costume impeccable, et un homme assis contre une vitrine tendait la main. Le mendiant avait le visage marqué par le vent, la pluie et une distance tenue entre lui et le monde. Stéphane passa sans ralentir, comme on balaye une poussière. Puis, sans se retourner, il plia son corps vers le passant et laissa tomber 2 pièces à ses pieds, avec le mépris calculé de quelqu'un qui rendait un service. « Tiens, reprends-toi, » dit Stéphane en ricanant, sa voix un petit bruit sec. « Et fais-moi la grâce de rester à ta place. » Les passants détournèrent la tête. Certains sourirent par gêne, d'autres par habitude. Le mendiant ramassa les pièces, regarda Stéphane une seconde avec un calme qui ne cherchait pas la confrontation, seulement la reconnaissance d'une humanité. Il hocha la tête et remonta son manteau. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il ouvrit la paume et sortit une carte pliée, lissa soigneusement le bord, comme s'il avait toujours pris soin de petites choses. Il regarda la ville, comme on lit une carte géographique, puis disparut dans la foule. Personne ne sut alors que ce geste, simple et sans éclat, serait une graine plantée dans la terre pour faire pousser plus tard une vérité qui mordrait la réputation de Stéphane. Ce matin-là, dans le salon, Madame Céleste posa la main sur l'épaule de son fils comme on pose un seau. « Il faut de la volonté, mon chéri. Les gens aiment la perfection. Tu veux être des leurs, non ?» Elle sourit d'un air que l'on réserve aux projets réussis. Sa voix traduisait des générations passées à mesurer la valeur d'une vie par son lustre. Amina eut envie de crier. Elle pensa à l'enfant qui dormait et à la fragilité de tout ce qu'elle aimait. Elle pensa aussi à toutes les fois où elle avait renoncé à elle-même pour maintenir une façade, des dîners où l'on parlait plus de marques que de personnes, des compliments sur sa tenue que sa peau n'avait pas demandé, des soirées où elle s'était tue pour éviter de briser l'image parfaite qu'on leur avait construite. Mais la sauvagerie de ce jour-là n'était pas seulement dans les mots, c'était dans ce que ces mots faisaient pendant qu'elle essayait de sourire. C'était la routine d'une humiliation déguisée en souci. C'était la privation qui s'annonçait sous couvert de conseils aimables, menus soudainement réduits, affichage de régimes anonymes,
regard radiographiant son assiette. Tu peux être disciplinée. Les femmes disciplinées réussissent mieux. Stéphane parlait comme on récite un principe universel. Amina se tut. Elle prit la robe, la plia avec des gestes mécaniques et la glissa dans une boîte. La boîte était petite, trop petite pour tout ce qu'elle avait porté en elle. Elle posa la boîte sous le lit, à côté de l'ancienne boîte de photos qu'elle n'ouvrait plus. Entre l'étoffe pincée et les photographies fanées, elle comprit que sa vie, telle qu'on la voulait, ne l'accueillait plus. Plus tard, au dîner, la scène se joua comme prévu. Un petit cercle d'amis, des compliments superficiels, puis la remarque. Stéphane, un verre dans la main, fit une blague à demi-mot sur le poids, sur l'attitude, sur la femme qui devrait mieux se tenir. Les rires fusèrent, polis, certains vrais, d'autres opportunistes. Amina sentit le monde se réduire à un point où la dignité devenait optionnelle. Ce furent des pièces minces qui s'assemblèrent en condamnation. Un regard désapprobateur de Léa, un geste d'approbation de Madame Céleste, la musique de fond transformée en feuillage d'un paysage que Stéphane contrôlait. Le petit commentaire d'un invité sur la différence entre deux femmes fut comme un prurit. Il s'acharnait plus pour plaire au maître de maison que par conviction. Amina, pourtant, sut que ce n'était pas seulement une question d'esthétique. Chaque remarque portait la trace d'un pouvoir, celui de décider qui avait droit à la visibilité, au respect, à la place. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle connaissait, qui se taisaient par peur que la protestation n'emporte tout. Elle pensa à sa propre mère, à ses sacrifices, à la façon dont elle avait appris à plier ses désirs pour que d'autres puissent briller. La nuit revint avec des gouttes lourdes, et le ménage prit fin. À la lisière de la chambre, Stéphane posa la dernière pierre. Je ne veux pas d'embarras. Fini stabilité et apparence. Choisis, moi ou ce chaos. Son regard était dur comme une étiquette. Amina s'effondra en silence. L'enfant, réveillé par un bruit de porte, pleura une seconde, puis fut ramené, bercé par des mains enfin tendres. Elle serra son petit corps contre elle et recula avant que sa voix ne se brise. Le choix qu'on lui imposait n'était pas vraiment entre lui et chaos. C'était entre la sécurité attenante au nom d'un homme et la liberté de choisir qui elle avait envie d'être. Elle resta jusqu'au lendemain en apnée, faisant comme si tout pouvait reprendre son cours. Mais les promesses et les menaces se trouvèrent bientôt en collision. Madame Céleste fit venir un notaire. Une formalité, dit-on. Et Stéphane commença à parler d'un arrangement qui la laissait sans recours. On lui présenta des ultimatums chiffrés, on lui parla de réputation, d'image, comme s'il s'agissait de marchandises qui pouvaient s'échanger, s'acheter, se jeter. La première nuit qu'elle passa seule fut une nuit de pluie et de valises. On parla de départ comme on parle d'un acte de propreté. On nettoie ce qui dérange. Ses affaires furent empilées par des mains mécaniques, puis jetées sur le trottoir, dans une mise en scène rapide et presque cérémonieuse. Les voisins regardèrent, bouche close. Certains levèrent les yeux, d'autres détournèrent le regard, trop occupés à inventer une vie intérieure qui justifiait leur inaction. Amina descendit l'escalier, tenant son enfant dans un bras et une valise dans l'autre. La porte se referma derrière elle, comme une plaque de métal. La pluie, désormais, n'était plus le décor. Elle battait, elle saturait, elle rendait la ville plus silencieuse, comme si le monde comprenait soudain la gravité d'un geste que ses protagonistes avaient appelé « résolution ». Elle avait des amis, certes, mais elle connaissait la honte qui ronge lorsqu'une vie est exposée à l'air. Elle savait aussi qu'il n'était pas question de partir pour fuir un foyer, mais pour sauver ce qui restait d'un cœur battant. Au coin de la rue, elle revit l'image du mendiant, un homme qui, quelques jours plus tôt, avait reçu 2 pièces et la leçon d'un passant. Cette image n'était pas un reproche. C'était un rappel discret, que la dignité se tient souvent dans les endroits les plus discrets. Elle appela Marc par le seul bouton qu'il fallait presser. Un numéro gravé dans sa mémoire. Marc répondit sans drama, avec la gentillesse simple de quelqu'un qui a appris à réparer, plutôt qu'à juger. « Viens chez moi », dit-il. Pas de question. Il n'y eut pas de débat. Marc apparut comme une présence familière, non pour régler sa vie à sa place, mais pour ouvrir une fenêtre.
Il lui tendit une serviette chaude pour sécher la pluie et quelque chose d'autre, et demanda si son enfant avait faim. Il prépara une soupe, une chose simple, la posa devant eux avec le soin de quelqu'un qui sait que le rituel de manger est parfois le premier pas vers le rétablissement. Le refuge de Marc n'était pas un couloir de pitié. C'était un lieu où l'on estime, des livres sur des étagères, des plantes aux feuilles généreuses, des photos de voyage où il n'y avait pas de mise en scène, une table solide. Il n'y eut pas de discours grandiloquent, seulement des gestes. « Tu n'es pas seul, dit-il, sans fébrilité. Tu vas te reposer. On réfléchira à la suite quand tu seras reposé. » Sa voix n'était pas celle d'un sauveur, mais d'un compagnon. Marc connaissait la ville, les petits métiers de la solidarité, les bonnes personnes à contacter pour un emploi temporaire, pour une garderie, pour un photographe qui traitait les sujets sans chercher à les transformer. Il savait aussi se tenir à distance quand il fallait que quelqu'un se recrée par ses propres forces. Il fut patient, sans être condescendant. Les premières semaines furent un plan en 2 temps. Protéger l'enfant et protéger Amina de l'effacement. Ils parlèrent peu du passé. Ils parlèrent surtout de ce qui était devant eux. Repas tièdes, sommeil long, promenade sans but, reprendre contact avec un corps qui ne devait pas être un motif de honte, mais un foyer. Marc proposa, doucement, une remise en mouvement. Rien de spectaculaire, pas de promesse de transformation fulgurante, mais une écoute, des petits objectifs, des rendez-vous professionnels timides. Amina trouva dans cette douceur la possibilité de se regarder autrement. La mention des régimes ou des méthodes miracles n'eut jamais de place dans ces conversations. Marc condamnait toute approche extrême, rappelant que se soigner était une affaire de respect, pas d'élimination. Ils parlèrent de nourriture comme d'un langage de soins, pas comme d'un outil punitif. Ils remirent ensemble des recettes de famille que l'on partageait sans compter, des salades généreuses, des plats conçus pour donner de l'énergie et non pour imposer une norme. Les jours filèrent, et peu à peu, la ville cessa d'être un mur de regard. Amina reprit contact avec des amis d'avant, des femmes qui avaient connu des épisodes semblables, et qui l'accueillirent sans arrière-pensée. Un photographe lui offrit une séance pour documenter un travail sur la maternité et la résilience. Il voulait montrer les visages réels des femmes, sans retouche. C'était le genre d'opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginé saisir pour elle-même, mais qu'elle sentit, étrangement, comme une possibilité de raconter une histoire qui n'appartenait pas qu'à la beauté extérieure. Pendant ce temps-là, la vie de Stéphane prenait un autre rythme. Il multipliait les apparitions publiques, les dîners, les signatures. L'image, chez lui, était un capital à conserver, mais les fissures commençaient à apparaître dans un monde bâti sur l'illusion. Des partenaires se firent discrets, des factures urgentes attendirent leurs heures, des créanciers murmurèrent dans des couloirs où l'on chuchote aux oreilles des hommes qui prennent des décisions. Centenaire, sa sphère se rétractait. L'obsession de l'apparence n'avait jamais été qu'un voile sur une fragilité plus profonde. Pour Amina, la reconstruction fut lente, tissée de petites victoires, une nuit complète de sommeil, un fou rire surprise, un message d'une amie qui disait « Te voir souriante me fait du bien ». Elle apprit à se regarder sans le filtre d'un regard prêt à juger. Elle se remit à lire, à écrire des lettres qu'elle n'envoyait pas, à dessiner des silhouettes d'avenir où son nom n'était plus toujours en seconde position. Il y eut des moments d'émotion pure, qui n'avaient rien à envier aux grandes scènes, comme celui où son enfant la regarda avec admiration, et elle comprit que, malgré tout, elle avait été pour lui le refuge. Cette reconnaissance fut plus solide que tout. Elle sut alors que la route vers la dignité n'était pas seulement pour elle, mais pour ce petit être qui la fixait. Les semaines se succédèrent. Marc l'entraîna à parler en public, non pour la transformer en porte-voix de ce qui n'était pas elle, mais pour reprendre sa voix. Ils firent des exercices simples. Raconter une journée, décrire un souvenir, répondre à des questions embarrassantes sans s'effondrer. Ces répétitions furent plus que de la préparation. Elles furent une remise en main de ce qui lui appartenait. Une matinée, un courriel attira son attention. Une agence locale lançait une campagne pour des visages non stéréotypés, et le photographe qu'elle avait rencontré avait recommandé son nom. Il y avait, dans cette offre, une possibilité de reconnaissance qui n'était pas fondée sur le déficit mais sur l'authenticité. Amina hésita.
La peur de replonger sous un regard mercantile la saisit un instant. Puis, en pensant à l'enfant, au futur qu'elle voulait ouvrir pour lui, elle répondit oui. C'était la première étape visible d'une ascension qui ne se décrirait pas en chiffres ou en transformation instantanée, mais en porte qui s'ouvrait parce que l'on y frappa. Elle accepta la séance photo, non pour valider un critère social, mais pour raconter sa propre version du monde. Elle se trouva devant l'objectif, et la caméra, au lieu de la réduire, sembla l'écouter. À mesure que son visage apparaissait, sobre et fier, sur des flyers modestes et des pages de réseau, des voix l'applaudirent pour ce qu'elle était. Une mère qui revenait dans la lumière, non pas pour venger un affront, mais pour revendiquer sa place. Les commentaires vinrent. Certains étaient admiratifs, d'autres curieusement invectifs, comme si un fantôme d'incompréhension cherchait encore à définir ce qui n'appartenait qu'à elle. Pendant ce temps, Stéphane multipliait les gestes symptomatiques. Soirées, discours sur l'exigence, images soigneusement calibrées. Il n'avait pas perçu que son orgueil commençait à être sa propre prison. Il resta convaincu que l'éclat de son monde suffirait à tenir à l'écart toutes sortes de mauvaises mines. Il ne sut pas que, dans les arrière-plans de sa vie, des décisions discrètes se prenaient qui le regarderaient un plus tard avec fermeté. Une nuit, alors qu'Amina refermait la porte sur une journée de retouche, son téléphone vibra d'un message bref. « On veut te rencontrer pour un concours de voix. » Ce n'était pas le type de reconnaissance qu'elle attendait, mais la curiosité fit son travail. Elle accepta la rencontre, encouragée par Marc et par une petite communauté qui avait commencé à se former autour d'elle. Et quelque part, en marge de la ville, la même silhouette que quelques mois plus tôt était un mendiant, se découpait sur un banc sous la pluie, la même carte soigneusement pliée. Les questions que la société lui posait avaient changé depuis ces rencontres. Peut-être avait-elle entendu, inconsciemment, le geste de Stéphane, la pièce, le mépris. Peut-être que le destin avait une mémoire. On ne le sut pas encore. On sut seulement que les fils tendaient vers un croisement, que la corde du hasard passait près d'un nœud déjà serré. Amina avançait, fragile mais plus certaine, reconstruisant son image non comme une revanche, mais comme une reconstruction douce et obstinée. Elle apprenait à se définir par ce qu'elle nourrissait. L'enfant, ses capacités, ses rêves. Elle refusait de transformer sa survie en spectacle de revanche. Elle affirmait que la vraie victoire serait de créer un espace sûr pour d'autres, pas de se réjouir d'une chute. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour connaître la suite. La caméra du destin se posa sur plusieurs éléments. La boîte contenant la robe, désormais vide d'accusations mais pleine de mémoire. La carte que le mendiant avait sortie un jour, pliée et lissée comme un talisman. La photo d'un enfant qui riait et la promesse silencieuse d'une femme qui ne renoncerait pas. Un soir, après un repas partagé chez Marc, alors que la pluie réapparaissait en fines nervures sur les vitres, Amina eut un message qui laissa son cœur battre d'une façon nouvelle. On lui proposait de participer à une grande campagne, avec une chance d'être vue bien au-delà de la ville. L'occasion n'était pas seulement un tremplin professionnel, elle représentait un possible tournant moral, se présenter devant le public comme elle était, sans déguisement. La proposition vint avec ses conditions, ses nuits de déplacement possibles, et la peur latente d'être à nouveau regardée comme un objet. Mais la promesse intime qu'elle partagea avec Marc fut simple. « Si j'y vais, je veux le faire pour mon enfant et pour ce que je peux offrir à d'autres femmes. » Marc hocha la tête. Il connaissait la fragilité des choix qui mènent vers la reconnaissance. Il connaissait aussi la force d'un visage retourné vers la lumière, plutôt que vers la fuite. Dans la ville, par ailleurs, Stéphane recevait des nouvelles moins flatteuses. Un investisseur se montrait distant, des contrats attendèrent des signatures difficiles, et des rumeurs, toujours silencieuses au début, prenèrent de l'ampleur. Il ne sut pas encore que la semence de sa suffisance, un geste envers un homme assis au coin d'une vitrine, avait laissé dans la ville un témoin qui, d'une façon ou d'une autre, garderait mémoire. Les choses prenaient position comme des pièces d'échiquier. Amina avançait, prudente mais décidée. Marc tenait la tour, discret et fidèle. Stéphane, dans son palais de verre, croyait tenir les clés de son propre royaume. Et quelque part,
Dans l'ombre ordinaire d'un trottoir contre une vitrine, la figure humble d'un homme tenait dans sa poche une carte pliée, un objet qui n'était pas encore révélé, mais qui portait avec lui la possibilité d'un retournement. La pluie cessa un matin. Le soleil fit briller des vitres, et des silhouettes se mirent en mouvement, chacune portant sa part de passé et d'espérance. Amina se tint devant la fenêtre, regardant la rue comme on observe la mer avant une traversée. Elle serra la main de son enfant, sentit sa chaleur, et comprit qu'elle avait commencé à apprendre l'art de se défendre sans haine. Elle ne savait pas encore que la scène où Stéphane avait humilié ce mendiant allait ressurgir, transformée en un miroir cruel, pour celui qui avait cru pouvoir piétiner sans conséquence. Elle ne savait pas non plus comment. Elle savait seulement que la route qu'elle avait choisie menait vers une confrontation, non pour humilier, mais pour permettre à la justice sociale de reprendre sa forme naturelle. Réparation, reconnaissance, et si possible, pardon. Ce fut là, au seuil d'un changement, que les personnages posèrent leur première pierre. La vie d'Amina s'éloignait des cendres de la honte et se rapprochait doucement d'un avenir où sa valeur ne se mesurerait plus au regard d'autrui. Mais le destin, enroulé comme une rumeur, préparait sa pièce maîtresse. Un retournement d'orgueil, qui, lorsqu'il viendrait, ne serait ni spectacle ni vengeance, mais le reflet cruel d'un monde qui avait cru que la dignité se payait en monnaie d'apparence. Les semaines suivantes s'ouvrirent comme des chapitres feuilletés d'un livre qu'Amina n'avait jamais cru pouvoir écrire. Chaque journée portait sa petite victoire. Une interview sincère, une séance photo où le photographe refusait toute retouche, une répétition de discours en petit comité. Le travail était patient, sans effet de manche. Marc l'accompagnait sans fanfare. Il corrigeait une intonation, lui proposait un mot plus juste, offrait un café et repartait. Leur relation restait un lieu sûr, sans attente déraisonnable, où la tendresse se construisait à coups de gestes simples et respectueux. La campagne pour laquelle on l'avait contactée avait pris une teinte particulière lorsqu'elle avait lu le brief. Visage réel, récit vrai. Ce n'était pas une promesse creuse. C'était une conviction ancrée chez les producteurs et chez plusieurs financeurs qui cherchaient, après des années d'images lisses, à célébrer la complexité humaine. Amina comprit qu'elle pouvait parler non seulement pour elle, mais pour des voix qui avaient été réduites à des chiffres, à des clips, à des à peu près. Elle accepta, avec la prudence de l'expérience et le courage de qui sait que la visibilité coûte parfois cher. Le tournage se fit sur plusieurs jours. On laissa la caméra capter les gestes du quotidien. Elle préparait le petit déjeuner de son enfant, lisait un vieux livre, attachait une mèche de cheveux derrière l'oreille. Le réalisateur, un homme qui avait vu trop d'images pour s'aveugler, insistait pour que la caméra reste loin de l'artifice. Il voulait la vérité, avec ses lignes et ses ombres. L'assemblage final fut sobre. Une voix off parlait d'effort et de dignité, et des plans de la ville s'enroulaient autour d'elle comme une ville qui la reconnaissait. La vidéo circula lentement, puis plus vite. Les partages venaient de partout, des groupes de mères, des associations de femmes, des pages modestes qui avaient trouvé dans ce visage un reflet possible. Quand un média national reprit l'histoire, le rythme s'accéléra. On invita Amina à participer à une table ronde. On la pressa aussi de candidater à un concours régional de voix et d'influence, une sélection pour des délégations qui donnaient accès à des opportunités plus larges. Elle hésita, puis se rappela la promesse faite à son enfant. Ouvrir des portes. Elle accepta. Pendant ce temps, le monde de Stéphane se fissurait à bas bruit. Au départ, il n'y avait qu'une inquiétude feutrée. La disparition d'un contrat majeur, un sponsor qui hésitait. Puis les fissures devinrent visibles. Un fournisseur de Mora a livré. Un prêt fut renégocié en termes moins favorables. Des commérages d'affaires commencèrent à circuler dans des couloirs où jadis on se contentait d'admirer la vitrine des autres. Stéphane multipliait les interventions publiques. Discours sur l'excellence, interviews polies, comme pour recoller une mosaïque en colère. Il croyait qu'en soignant l'apparence, il suffirait de masquer la faiblesse. Il y eut une soirée, un gala de charité, où son nom figurait en bonne place. Il arriva entouré d'un halo de luxe, Léa à son bras, souriante,
vêtements parfaits. Ce fut une soirée où les regards faisaient office de monnaie et où chaque mot pesait. Amina se trouva présentée au sein d'un panel d'invités, invitée par un partenaire de la campagne. Elle porta une robe simple, choisie pour la liberté de mouvement plutôt que pour se conformer au décor. Marc était dans la salle, discret, fier, sans ostentation. La soirée battait son plein, quand un homme, vêtu d'un vieux manteau élimé, s'approcha du buffet. Personne ne le reconnut. Il n'était pas du circuit, il n'appartenait pas à la grille. Il tenait la paume tendue, pas tant vers la nourriture que vers la chaleur d'un lieu où l'on ne jette pas les gens. Quelqu'un murmura. Stéphane, remarquant la présence, fit un geste. C'était un mouvement à peine audible, mais il contenait tout le mépris qu'il cultivait. Une remarque sèche, un geste pour chasser l'ombre comme on chasse une poussière. Il ricana, et ses mots furent captés par quelques oreilles proches. « On n'amène pas sa misère ici. Dépêche-toi. » Le silence qui suivit fut aussi lourd que la honte que l'homme avait déjà sur lui. L'homme releva la tête, ses yeux portaient une fatigue ancienne, mais aussi une attention qui ne cherchait pas la confrontation. Il ramassa ce qui restait de dignité et recula, comme pour ne pas encombrer ce monde. Quelques journalistes prirent ce mouvement, l'image fit le tour des réseaux, la prise, mal cadrée, condamnait l'ignorance plutôt que l'intelligence. Amina sentit son estomac se serrer. Ce geste de Stéphane lui rappela la pluie et la carte pliée. Elle aurait pu intervenir. Elle choisit de ne pas transformer la scène en spectacle. À la place, elle se passa la main sur la bouche, comme pour écrire une phrase sans que le monde l'entende encore, et la soirée suivit son cours. Mais la mémoire est têtue. Certaines images, même minuscules, reste collé à un visage. Peu après, la vidéo de la soirée, où l'on voyait Stéphane repousser l'homme, circula. Ce fut un tournant. La personne repoussée n'était pas une anecdote. C'était un témoin silencieux, et ce qui se cachait derrière ses yeux allait bientôt révéler une réalité que personne n'avait prévue. Car l'homme au manteau usé n'était pas un nom banal. Il s'appelait Monsieur Karim. Il avait, dans une autre époque, été un entrepreneur discret, puis un investisseur qui avait la réputation d'aimer les entreprises qui portaient une valeur humaine. Des années plus tôt, il avait choisi de se retirer de la scène publique et de vivre simplement, sans le faste. Certains disaient qu'il s'agissait d'un choix moral, d'autres murmurèrent qu'il s'agissait d'une retraite forcée pour raisons familiales. Peu importait, Karim était resté, malgré son apparence modeste, relié à un cercle de décision. Une fondation, un trust, des parts conservées dans une holding, ses signatures, quand elles apparaissaient, avaient du poids. Les réseaux sociaux et la presse saisirent l'image comme une mèche d'un feu plus vaste. Des voix s'élevèrent pour condamner l'attitude de Stéphane. Des articles remirent en lumière d'anciennes rumeurs sur sa gestion et son caractère. Mais l'histoire prit une autre tournure, lorsque, quelques jours plus tard, un document confidentiel fut révélé par une source anonyme. La holding, dont Stéphane était le directeur délégué, détenait 60% de ses actions. Et ces actions étaient placées sous une fiducie administrée par le conseil où M. Karim détenait une voix prépondérante. Les lecteurs frissonnèrent. Ceux qui savaient lire entre les lignes comprirent que l'homme sur qui Stéphane avait craché du mépris était, en droit, détenteur d'une influence majeure. La révélation ne fut pas instantanée dans ses effets. Les choses suivent leur loi, ces petites pressions qui, accumulées, finissent par faire craquer. Karim convoqua une assemblée générale extraordinaire. Les administrateurs écoutèrent, pesèrent les mots, consultèrent les chiffres. Les dettes, les manques de transparence, l'irritabilité croissante de partenaires majeurs, tout cela figurait sur la table. Le récit journalistique remonta vite, le public suivit, et le point culminant se dessina. Le jour de l'assemblée, la salle était pleine de journalistes et d'actionnaires inquiets. Stéphane entra, droit comme un gouvernail mal vissé, persuadé qu'il saurait manier les opinions. Léa, à son bras, respirait une assurance fabriquée. Les projecteurs s'allumèrent. Karim, silencieux, prit la parole. Sa voix ne cherchait ni éclat ni vengeance. Elle avait la mesure posée de quelqu'un qui n'avait pas besoin de paraître pour exister. J'ai observé,
dit-il, et ce seul mot coula dans la salle comme une rivière claire. Il expliqua sans hargne les raisons d'une décision difficile. Manque de vision dans la gouvernance, risque pris sans prudence, comportement inapte à représenter les valeurs de l'entreprise. Il parla aussi de dignité humaine, de l'image que l'on renvoie et de ce que l'on est prêt à accepter quand le public questionne les choix d'un leader. Puis, sans surprise ni éclat dramatique, il proposa un vote de confiance qui ne fut pas en faveur de Stéphane. Le conseil vota, la majorité bascula. La décision fut claire. Stéphane était remplacé. Les mots utilisés étaient administratifs, presque froids. Mais derrière la froideur, il y avait une conséquence concrète. Perte du poste, gel de certaines lignes de crédit, mise en place d'un audit externe. Les pages de contrat, que tant de vies avaient feuilleté sans les lire, devinrent des outils de changement. La descente de Stéphane fut rapide dans les médias. Les unes de journaux reprirent l'image du gala, la phrase lapidaire de Karim, et les commentaires publics se multiplièrent. Les sympathies s'éparpillèrent. Certains, longtemps aveuglés par le vernis, commencèrent à interroger leur allégeance. La réputation, si fragile, se fissura. Les conséquences pour lui furent matérielles, mais aussi symboliques. Il perdit la fonction, oui, mais la partie la plus difficile fut de voir son nom circuler dans les conversations comme une anecdote de mauvais goût. Les amis qui l'avaient accompagné tant que l'argent coulait prirent la distance molle des relations intéressées. On vint peu à peu à bout des constructeurs du mythe qu'il s'était formé. Les dettes le pressèrent, des créanciers demandèrent des garanties qu'il n'avait plus. Il connut des silences qui font plus mal que les injures. Quand la nouvelle de la destitution sortit, la ville prit une apparence différente pour certains. Amina lut les articles, regarda les images, sentit une curieuse paix. Il n'y avait pas de jubilation dans son esprit, juste une sorte d'achèvement logique. L'homme qui avait cultivé le mépris en public avait enfin une réponse institutionnelle. Elle songea au mois passé, au corps qui avait retrouvé son rythme, au rire de son enfant qui sonnait comme une promesse. Son regard resta mesuré. Elle ne voulait pas être la cause d'une humiliation, même si la morale sociale lui avait rendu justice. La diva des réseaux, comme certains l'appelaient, était attendue pour un concours régional. Le théâtre où devait se tenir la finale était un lieu où l'on mesurait tout, voix, prestance, histoire. Amina ne visait pas la gloire, elle cherchait l'opportunité de parler. Elle répéta, affinant son message. Le soir venu, la salle fut pleine. Marc était dans les coulisses, une main sur son épaule, un geste rassurant. L'enfant était resté avec une amie pour ne pas être exposé. Il y eut des moments de doute, mais la posture qu'elle trouva était celle qu'elle avait construite. Honnête, simple, ferme. Quand elle monta sur scène, elle sentit la pression, mais elle sut aussi que derrière elle se tenaient des vies qui avaient besoin d'une parole. Son discours fut sobre. Elle parla de la honte qui ronge, de la force qui s'apprend autour d'une table, de la manière dont on peut se reconstruire sans écraser. Elle parla de son enfant, sans en faire un symbole creux, mais en l'invitant comme témoin de ce qui peut guérir. Elle parla de choix, de responsabilité, et prit le temps de remercier ceux qui l'avaient aidée. La salle se leva. Les applaudissements n'étaient pas un triomphe artificiel. Ils étaient à la manifestation d'un écho. Sa parole avait touché. Les caméras captèrent ce moment. Les extraits appelèrent des commentaires. Mais la vraie conséquence vint plus tard. Des associations lui proposèrent de collaborer. Une petite maison d'édition lui proposa d'écrire un texte court sur la parentalité et la dignité. Des femmes l'approchèrent, lui racontèrent leurs histoires. Ce fut le début d'une communauté, modeste mais sincère. Le twist qui liait l'histoire de Stéphane et celle de Karim prit forme de manière presque ordinaire. Ce n'était pas une mise en scène théâtrale, mais un croisement des faits. Après son départ, des dossiers furent ouverts. L'audit remit en lumière des contrats où la responsabilité avait été négligée. Des partenaires, blessés par des propos publics, décidèrent de se retirer. Certains engagements furent annulés. La mécanique administrative fit son œuvre et emporta l'homme dont l'orgueil avait gouverné. Stéphane connut des jours de colère, puis des jours plus silencieux. Il tenta quelques démarches, chercha à reprendre pied par des consultations,
par des conférences, parlait de la rigueur, de la discipline. Mais ses prises de parole sonnèrent désormais comme la défense d'un homme qui avait perdu le droit d'incarner le discours qu'il vantait. Les invitations se firent rares. Il remarqua, avec une douleur qui ne se confondait pas avec la honte, la solitude accrue. Madame Céleste, dont l'image dépendait d'une lignée immaculée, devint pour un temps plus réservée. Léa, quand la caméra n'était pas là, s'éloigna. La loyauté qui tenait à la lumière se révéla conditionnelle. Il y eut pourtant des moments où Stéphane chercha autre chose qu'un retour triomphant. Il chercha à comprendre, parfois maladroitement. Il essaya de lire les critiques, d'y piocher une raison pour changer. Mais l'orgueil n'est pas un vêtement que l'on ôte facilement. Il a des fibres solides et des habitudes qui tiennent chaud. Sa chute ne fut pas une fin abstraite, mais une invitation, ignorée, à apprendre. Pendant ce temps, Karim, l'homme qui avait été rejeté au buffet, resta ce qu'il avait toujours été, mesuré. Sa décision n'était pas une vengeance, mais l'exercice d'une responsabilité. Il avait assisté, à travers ses promenades anonymes, aux petites humiliations que la ville sait faire endurer. Il avait vu des dirigeants qui pensaient que leur argent donnait le droit de choisir qui avait accès à la chaleur d'une salle. Son geste, même s'il avait des conséquences, fut guidé par une logique. L'entreprise qu'il soutenait devait avoir un visage humain, pas une face de vitrine. La révélation de son identité, pour ceux qui la découvrirent, fit naître un mélange d'admiration et de malaise. Certains se demandèrent pourquoi il avait été si discret, d'autres pourquoi il avait attendu si longtemps. Mais Karim ne chercha ni compliment ni explication grandiose. Il fit ce qu'il estimait juste, sans chercher à humilier davantage. Pour lui, la compassion consistait à corriger les déséquilibres institutionnels, non à monter en scène. Amina apprit plus tard l'ampleur de l'implication de Karim. Elle rencontra des membres de la fondation qu'il dirigeait, qui lui proposèrent de tenir des ateliers, de parler devant des groupes de femmes. Elle accepta, d'abord par curiosité, puis parce que la possibilité de transformer sa douleur en outil concret correspondait à ce qu'elle désirait. Ses interventions étaient en pratique, écoute, construction d'un réseau d'entraide, orientation professionnelle. Elle ne cherchait pas à rédiger des leçons morales, elle voulait offrir des portes. Lors d'une inauguration pour son projet, Karim fit l'effort de venir, simple témoin, sans ostentation. Il se tint en retrait, comme un pilier discret. Quelques photographes notèrent en sa présence, mais il n'en fit pas un événement. Amina le remercia en public pour les opportunités offertes, et il inclina la tête avec cette humilité qui ne demande rien. Pour elle, sa présence était une confirmation. Il y a des puissances silencieuses qui peuvent agir au service du bien, sans parade. La fondation qu'Amina mit sur pied avait un objet concret. Offrir un accompagnement aux femmes qui subissaient le mépris et la privation, créer des espaces de formation, mettre en relation des professionnels de la santé mentale avec des réseaux d'accueil. Elle souhaitait aussi un volet créatif. Une bourse pour des projets artistiques menés par des mères, parce que raconter est aussi une façon de se reconstruire. Le financement initial vint d'acteurs modestes, d'une petite part de la campagne, d'un appui de mécènes qui croyaient à l'humain. Rien d'extravagant, mais l'essentiel était là, la constance. Le premier centre d'accompagnement ouvrit ses portes un matin d'automne. Les bénévoles accueillirent la première femme comme on ouvre une maison, sans bruit, avec des services et des mains compétentes. L'enfant d'Amina vint avec elle un jour d'inauguration. Il eut la liberté de courir entre les tables. Amina, debout au milieu de cette petite ruche, sentit une chaleur qui n'était pas celle d'un appareil de renommée. C'était le sentiment que quelque chose qu'elle avait connu comme solitude se transformait en possibilité collective. Stéphane, quant à lui, connut des instants où la ville lui apparut étrangère. Il repassa parfois devant la vitrine de l'agence où tout avait commencé. Il la regardait sans la franchise d'autrefois. Parfois il erra dans des cafés, assis seul, à regarder les conversations qui semblaient se tenir à distance. Il reçut une lettre, anonyme, lui demandant de considérer les dommages causés par ses mots, et dans ces quelques lignes, il sentit la résonance d'une vérité qu'il n'avait voulu voir que lorsqu'elle le frappa au visage. Il y eut une scène finale de rencontre, non pas une scène de revanche, mais un échange sobre, où leurs routes se croisèrent. Ce fut à l'occasion d'une inauguration publique, pour un programme de formation,
dont la main arme avait servi de soutien. Stéphane était présent, plus par hasard que par invitation. Un homme qui cherchait peut-être une forme de réconciliation avec un monde qui l'avait bousculé. Il le vit de loin. Amina, entourée d'enfants, coupant un ruban. Son visage était concentré, lumineux d'une chose solide, sans l'éclat superficiel du succès fabriqué. Il approcha, hésitant, comme on s'avance vers une personne qui tient son propre territoire. Les regards se croisèrent, sans éclat. Il voulut dire quelque chose qui répare. Les mots furent maladroits. Commença-t-il. Amina le regarda, sans haine, sans chaleur excessive. Elle sentit qu'il y avait là une place pour la vérité, mais pas pour un théâtre. Elle posa une main sur la table, regarda l'enfant qui jouait, puis elle fit simple et nette. « Tu as perdu ta position. Ce que tu feras maintenant ne dépend pas de moi. Mais il y a des femmes ici qui ont besoin de protection. Si tu veux réparer, agis, pas parle. » Stéphane resta silencieux. Il n'y eut pas de grande confession. La réconciliation, si elle devait avoir lieu, passerait par des actes concrets. Il y eut de la gêne et peut-être une reconnaissance tardive. Les juges les plus sévères étèrent le temps et les conséquences. Il quitta le lieu sans spectacle, comme celui qui comprend qu'il n'y a plus de tribune pour ses mots. La ville, ensuite, reprit son cours. Certaines histoires ne se referment pas en un acte. Elles continuent, tissées de petites décisions. Amina travailla. La fondation grandit lentement, avec des équipes modestes et des objectifs humbles. Elle écrivit quelques textes courts, participa à des tables rondes. Marc resta à ses côtés, discret, fidèle, un homme qui savait que l'amour ne se mesure pas à la mise en scène du désir, mais à la constance des présences. Leur relation, si elle devint plus proche, resta sans urgence. Elle se construisit sur le respect. Le mendiant, l'homme aux yeux qui savait voir, continua à parcourir la ville, mais avec une dignité intacte. Il n'avait pas besoin de revanche pour exister. Karim, parfois, revenait au centre, conversait avec des bénévoles, écoutait de loin. Sa présence était celle d'un homme qui ne cherchait pas les louanges, mais qui, en choisissant d'endosser une responsabilité, rappelait que le pouvoir peut s'exercer sans spectacle. Et Stéphane? Il apprit, à sa manière, la solitude comme leçon. Il dormit dans un appartement plus petit, vendit des objets, fit face à des réalités qu'autrefois il avait ignorées. Il n'y eut pas d'ultime humiliation spectaculaire. La tragédie, pour lui, fut la perte de la face et la nécessité de réapprendre la modestie. Quelques années plus tard, il donna un petit don anonyme à une cause pour laquelle il ne publia jamais la preuve. Peut-être fut sympa, peut-être resta-ce insuffisant. La question resta ouverte, comme elle l'est souvent pour ceux qui cherchent tardivement une forme d'expiation. L'enfant d'Amina grandit entouré d'un récit différent, un récit où la dignité n'était pas une option, où l'on apprenait à se relever sans écraser. Les leçons de sa mère furent pratiques. Nourrir, protéger, parler vrai. Il avait, en héritage, un modèle de force tranquille. Quand on pensa à cette histoire, on se rappela le geste simple qui avait tout déclenché. Une paire de pièces laissées sans grâce sur un trottoir, une carte pliée par une main qui savait se souvenir, une robe trop serrée sur un canapé comme accusation. Ces images circulaient encore, mais les mains autour d'elle avaient changé. On n'oubliait pas la blessure. On apprenait à en faire un chantier de bonté. À la fin, la leçon qu'Amina voulait partager n'était pas une célébration de la chute d'un homme, mais une reconnaissance que la dignité finit toujours par trouver une voie. Elle raconta cela dans de petites interviews, dans des ateliers, auprès de personnes fatiguées de devoir prouver leur valeur. Elle disait, d'une voix claire, « La vraie beauté ne se mesure pas à la conformité. Elle se construit autour de la force de rester soi et de tendre la main à ceux qui tombent. » La ville continua, et les personnages suivirent leur chemin. Certains apprirent à être meilleurs, d'autres, lentement, affrontèrent leur nouvelle réalité. Karim devint une figure discrète d'appui. Marc constata que la fidélité était une force qui ne se vantait pas. Léa trouva sa propre route loin des paillettes. Quant à Amina,
elle sut que la route n'était pas terminée. La dignité est une tâche collective. Elle ouvrit d'autres programmes, fit signe à celle qui hésitait, et n'oublia jamais l'enfant qui l'avait poussée à choisir la lumière plutôt que le confort d'un mensonge. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la dignité finit par trouver une voie.